Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous suivre. Bienvenue dans Tapis Rouge, votre émission 100% faite pour l'élite africaine. Nous sommes ici ce soir à Niamey, dans la capitale nigérienne, et également à l'hôtel Noum Niamey, un nouvel hôtel en plein cœur de la capitale nigérienne pour ce nouveau numéro. Tout à l'heure, nous allons accueillir nos différents invités sur le plateau. En première partie, nous parlerons de transformation numérique du Niger, d'où le Niger 2.0. Et également, en deuxième partie, nous aurons avec nous une célébrité de la mode africaine. Installez-vous confortablement. Tout de suite, on démarre. Voilà, merci de nous rejoindre dans cette émission Tapis Rouge, ici au Noum Hôtel Niamey pour ce quatrième numéro. Notre Afrique Espoir de ce soir est un homme animé de défis. Sous d'autres cieux, il pourrait être traité de fou, car c'est quelqu'un qui a abandonné un poste de responsabilité très important. Il a abandonné les privilèges, honneurs, confort, toutes les opportunités qui s'offraient à lui, à l'autre bout du continent, pour rejoindre son pays. Terre sahélienne, 45 degrés en avril, avec un taux de pénétration d'Internet très faible et un taux d'électrification rurale de 1% pour relever un défi, conduire la transformation numérique du Niger. Il y a quelques années, beaucoup auraient cru impossible, mais aujourd'hui, le train est en marche avec des actions concrètes réalisées sur le terrain. Alors, pourquoi cette décision de retour? Quelle est sa stratégie pour transformer le Niger en 2.0? Quelles sont ses ambitions à long terme? Voici, entre autres questions, que nous tenterons de poser à notre invité de ce soir, M. Ibrahima Gimba, que je vous demande d'accueillir, ministre conseiller du président de la République du Niger, directeur général de l'Agence nationale pour la société de l'information. Monsieur le ministre, bienvenue sur le plateau de Tapis Rouge consacré à l'élite africaine. Vous êtes un modèle de réussite pour nous et pour beaucoup de jeunes. Alors, vous avez souvent l'habitude de dire que le Niger est le pays potentiellement le plus riche d'Afrique. Pourquoi vous dites cela? Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Peut-être une correction, ce n'est pas le pays potentiellement le plus riche d'Afrique. Je dis que c'est le pays qui est potentiellement le plus riche du monde. Donc je pense que la précision est importante. Au-delà. Voilà. Ça va beaucoup plus au-delà. Et pourquoi je le dis, c'est essentiellement à cause d'une chose qui pour moi est fondamentale. Partout, on nous dit que la richesse la plus importante, que ce soit pour une organisation ou pour un pays, ce sont les ressources humaines. Nous avons la chance d'avoir le pays le plus jeune du monde. Le Niger est effectivement le pays le plus jeune du monde. L'âge médian est de 15 ans et les 2 tiers de la population a moins de 25 ans. Donc, si je fais, si vous voulez, cette relation cause à effet, en trichant un peu bien entendu, il me dit que potentiellement, on est le pays le plus riche du monde parce qu'on a une abondance de la ressource la plus importante du monde. Mais seulement, je dis potentiellement aussi parce qu'elle est à l'état brut. Donc, la nuance et la précision est de taille. D'accord. Alors, vous avez une carrière assez exceptionnelle. Vous avez pratiquement fait le tour du monde. Votre compétence a été reconnue un peu partout à travers le continent. Mais à un moment donné, vous avez décidé de rentrer au pays pour vous investir, pour contribuer à la transformation du Niger sur le plan numérique. Alors, nous avons dressé votre portrait pour parler justement de tout ce que vous avez eu à réaliser à travers le continent. Nous avons fait cela dans notre reportage Inside. Nous allons inviter nos téléspectateurs à suivre ce reportage et juste après, on se retrouve. Il y a quelques années, Ibrahima Gimba Saïdou rentrait au Niger avec dans ses valises plus de 20 ans d'expérience dans le domaine des télécommunications. Stratégie,
planification et gestion des opérations, dimensionnement de marché, marketing de produits, planification d'entreprises, gestion de projets et ingénierie entre autres. La liste est loin d'être exhaustive, mais constitue autant d'aptitudes que ce diplômé en ingénierie électrique choisit alors de mettre au service de son pays. J'ai toujours voulu avoir une opportunité de me rendre le plus utile possible. Et c'est ce qui a motivé mon retour. Pour que je puisse, comme la vingtaine de millions de Nigériens, mettre la main à la pâte. Et avec le parcours que j'ai eu, je vous disais, je pense que j'ai gagné à la loterie plusieurs fois, qu'il y avait quelque chose peut-être en plus que je pouvais apporter, qu'en revenant, en étant justement dans le rôle qui est le mien aujourd'hui, je pouvais être le plus efficace. De retour au Niger, c'est dans le privé que ce diplômé de l'école polytechnique de Montréal et de l'université du Maryland fait ses classes. D'abord à la Société des télécommunications internationales du Niger, puis en étant vice-président senior commercial Afrique de SES et directeur général de SES Astra Africa. Et c'est en 2016 qu'il est nommé haut-commissaire chargé d'éthique auprès du cabinet du Premier ministre. Ibrahima Gimba Saïdou est depuis 2 ans à la tête de l'Agence nationale pour la société de l'information l'ANSSI et son rôle n'est pas des moindres, conduire la transition du Niger vers le tout numérique. C'est de conduire la transformation numérique du pays, d'être un des acteurs qui puisse permettre à notre pays de fermement s'embarquer dans la 4e révolution industrielle, qui est vraiment une révolution beaucoup plus axée sur le savoir, sur les services et autres. Il faudrait qu'on utilise le numérique, la technologie pour le bien de nos populations. Comment est-ce qu'on peut améliorer les conditions de vie des gens? Désenclaver les zones rurales avec des villages intelligents, mettre en avant les talents locaux et les startups nigériennes à travers l'initiative Itakara, promouvoir un Niger ouvert numériquement sur le monde, telle est donc la mission que s'est assignée cet ingénieur, également ministre conseiller du chef de l'État. S'il pouvait il y a quelques années sonner comme une utopie, Ibrahima Gimba Saïdou compte bien faire du Niger 2.0 une réalité. On s'est dit qu'un axe important c'était le gouvernement, l'administration. Donc comment est-ce qu'on s'assure que cette administration est en phase avec l'évolution qu'on voudrait faire? Comment est-ce qu'on peut faire que cette administration parle le numérique aussi? La deuxième chose, c'est les villages intelligents. Faire en sorte que les populations nigériennes, partout où elles se trouvent, aient accès à des services. Troisième axe, c'est la mise en place d'une cité de l'innovation, donc un centre d'excellence. Et là, le rôle de ce centre, c'est vraiment de nous permettre de pérenniser les choses, d'avoir un endroit où on mutualiserait nos efforts et puis où on se retrouverait donc les différents acteurs, toute la société entre guillemets. Dernier point de la stratégie, c'est tout ce qu'il faut faire pour promouvoir le numérique. Un de nos objectifs, c'était que les Nigériens parlent le numérique. Dans la tête, mais aussi dans le corps, pour Ibrahima Gimba Saïdou, amasser des diplômes et qualifications n'a pas été une excuse pour se ménager physiquement. L'homme a également eu le temps de s'exprimer dans le sport. Membre de l'équipe nationale de basketball du Niger ou encore de l'Olympique Football Club de Niamey, il a également eu à pratiquer le judo. Un exemple, on ne peut plus illustratif de l'adage « un esprit sain dans un corps sain ». Voilà un parcours assez exceptionnel. Retour sur ce plateau. Monsieur le ministre, le numérique, ici, dans un pays assez enclavé, un défi, un grand défi. Vous êtes un homme qui aimait les défis. Pour celui qui vous connaît très bien, est-ce que vous pouvez déjà nous définir le plan Niger 2.0 ? Comment est-ce que vous comptez arriver à amener le Niger à ce niveau ? Je vois plutôt le potentiel. C'est pour ça qu'on a mis en place en fait Niger 2.0. On s'est dit qu'on était assis sur véritablement une mine d'or. On a, comme je le disais, une abondance de matières premières. Et si on part encore une fois du principe qu'on est tous égaux,
c'est ce qu'on dit, n'est-ce pas, que les hommes sont égaux. C'est en référence, je pense, au potentiel intellectuel possible. Donc, le numérique étant ces fertilisants extraordinaires qui sont à notre disposition, on s'est dit qu'on allait s'en servir pour faire en sorte que le maximum de cerveaux ou de cervelles au Niger soit connecté et accès à l'information et à la connaissance. Une fois qu'on arrive à faciliter l'accès à la connaissance à un maximum de gens, je pense que le reste se déroule lui-même. Donc notre stratégie Niger 2.0, vraiment, elle est axée autour de ça. Vous dites que j'ai un parcours exceptionnel, je suis sûr que je ne suis pas le seul. Beaucoup de gens peuvent vous donner des parcours assez exceptionnels aussi. Pourquoi? Parce que, surtout pour ceux qui viennent de nos pays, ils ont eu accès à l'information. Ils ont eu accès à la connaissance. Ça ne fait pas d'elle ou d'eux nécessairement les gens les plus intelligents dans leur communauté. Je ne suis certainement pas la personne la plus intelligente, même dans cette salle. Mais le fait que j'ai eu accès à la connaissance a permis de démultiplier le potentiel qui est en moi. Et c'est ça l'essence du Niger 2.0. On a un chef d'État qui, je pense, est extraordinaire de son point de vue. On le traitait aussi de certains qualificatifs que je ne voudrais pas dire, en lui trouvant des ambitions démesurées pour le pays. Et on voit bien comment les choses se mettent en place. Donc imaginez qu'on puisse contaminer un maximum de personnes. Et c'est ce qu'on voudrait faire quelque part à travers Niger 2.0 parce que ça va nous permettre d'étendre, d'avoir comme une espèce de toile d'araignée qui va connecter les zones les plus reculées, où probablement on a des gens qui sont animés d'une passion extraordinaire, qui veulent transformer leur environnement. Donc il faudrait qu'on les contamine, entre guillemets, qu'on leur donne accès à l'information. Je suis sûr que de la même façon que nous autres, qui, une fois qu'on a la chance peut-être d'aller voir autre chose, on saisit cette chance. Je pense que la même chose se passerait dans les villages. D'accord. Et déjà depuis 2 ans, vous êtes à la tête de l'ANSSI. Aujourd'hui, qu'en êtes-vous concrètement avec ce grand chantier? Ben écoutez, je pense qu'en 2 ans, beaucoup de choses sont passées. On a, pour juste donner quelques exemples, on ne peut pas avoir une liste exhaustive, nous avons connecté Fachi. Fachi, pour ceux qui ne connaissent pas Fachi, c'est une commune qui se trouve, entre guillemets, au milieu de nulle part, en plein milieu du Ténéré, totalement, vraiment isolée. Avec les différents partenaires, et quand je dis partenaires, ce n'est pas que des partenaires étrangers, là c'était essentiellement des partenaires locaux, que ce soit les différents ministères sectoriels, l'écosystème local, donc les opérateurs, et puis surtout les jeunes, les startups et autres. Nous sommes allés désenclaver, si vous voulez, cette commune. Et ça, quelque part, ça nous a servi de tremplin, parce qu'une fois qu'on l'a fait, le langage a changé. Depuis, on ne passe plus de temps à dire « tenez, c'est possible ». Maintenant, je n'entends même plus quelqu'un me dire que faire les villages intelligents, c'est une utopie. Au contraire, il y a beaucoup de gens qui disent « au fait, quand est-ce qu'on connecte mon village ?» Vous voyez, donc ça, c'est, je pense, une avancée très importante. D'ailleurs, récemment aussi, toujours peut-être en parlant des villages intelligents, en marge du sommet de l'Union africaine, vous l'avez noté, on a signé une lettre d'intention avec 6 institutions des Nations Unies, l'UIT, le PNUD, l'OMS, la FAO, l'UNESCO, l'UNICEF. Je pense que ça, c'est aussi un gage disons, très fort. C'est un message qui est lancé très fort à notre endroit pour valider un peu la démarche qu'on a. Donc ça, c'est un exemple. Le deuxième exemple que je donnerai, pour peut-être faire le lien avec mes propos au tout début de l'entretien en disant qu'on était potentiellement le pays le plus riche, c'est une compétition qu'on a organisée, qu'on organise toujours. D'ailleurs, bientôt, on va lancer la 3e édition, qui est Itakara. On est le premier pays, pour le moment même le seul sur le continent à organiser une compétition de ce genre, qui est axée sur l'innovation. Et l'innovation, mais partout au Niger. Parce que la compétition, ce qu'elle a quand même de particulier, c'est qu'elle essaie de détecter du talent partout où il se trouve. Sur l'ensemble du territoire. Sur l'ensemble du territoire. C'est pour ça qu'on a une approche sur le temps,
où on va faire des prospections au niveau régional, on fait des finales régionales, on amène les meilleurs, pas dans la capitale, mais dans la ville qui accueille la fête tournante, et on organise un hackathon de 3 jours. Et après cela, les vainqueurs, ou les lauréats du moins, accompagnés pendant au moins une année. Donc ça, c'est quelque chose de très fort, parce que je pense que ça a créé un engouement, un véritable enthousiasme au niveau de la jeunesse, qui maintenant s'engage encore beaucoup plus que par le passé. Donc ça, c'est des signaux très concrets. On a signé aussi récemment avec l'ICRISAT un accord pour mettre en place la Cité de l'innovation. Donc on a 100 hectares qui est déjà à notre disposition et un bâtiment. Et là, dès la rentrée, j'entends par rentrée au mois de septembre, on va lancer la première académie de codage au Niger, donc une coding academy. Donc ça, c'est... qui va accueillir des apprenants nigériens, mais également étrangers. Oui, absolument, sur le temps, parce que, écoutez, aujourd'hui, je pense que le Niger ne peut pas se renfermer sur lui-même, au contraire. Notre ambition, c'est de faire de ce pays un centre de référence. Je le dis souvent, notre ambition, c'est de faire du Niger la capitale de l'innovation pour le développement. Parce qu'on a un avantage comparatif extraordinaire. On vit la plupart des questions de développement durable de façon, j'allais dire, criarde ici. Donc, utilisons cela à notre avantage, invitons le reste du monde. Donc, formons les jeunes, autant nigériens que non nigériens, au niveau de la Cité de l'innovation, pour qu'ensemble, on crée des solutions les plus adaptées à ces maux auxquels on fait face. D'accord. D'accord. Alors, nous allons continuer dans cette émission. Alors, au final, à long terme, quel est l'objectif recherché? Écoutez, l'objectif recherché, c'est que toute Nigérienne et tout Nigérien parle le numérique. J'aime toujours donner un exemple qui est celui de la vendeuse de beignets. Certains vont sourire ici parce qu'ils me l'ont entendu la raconter. Moi, ma vision, c'est que la vendeuse de beignets soit digitalisée. Quand on va arriver à faire en sorte que la vendeuse de beignets, parce que c'est un symbole très fort et puis je pense qu'il est représentatif de vraiment et du potentiel et puis de nos réalités, quand on va arriver à digitaliser, à connecter la vendeuse de beignets, on aura atteint notre but. Et la digitaliser, c'est quoi? C'est faire en sorte que la vendeuse de beignets puisse déjà être confortable avec le numérique, qu'elle ait, par exemple, une application à partir de laquelle elle peut, sans se déplacer, commander tout ce qu'il y a comme ingrédient pour qu'elle puisse faire ses beignets, sans avoir à se déplacer, et puis de bénéficier de, comme on appelle, d'une espèce d'économie d'échelle, qu'elle puisse, à partir du jour de son application, de son appareil, recevoir des commandes, par exemple, de gens gourmands comme moi qui veulent commander leurs beignets sans se déplacer, que je puisse le faire en ligne. Comme ça, ça lui donne une clientèle plus élargie, que ces beignets me soient livrés ou bien que je puisse les récupérer en rentrant à la maison. Et qu'à partir de cette application, parce qu'il y a des entrées d'argent et des sorties d'argent, qu'elle ait un système de comptabilité naturelle qui soit là, et qu'à partir de là, qu'elle puisse être en contact avec des institutions de microfinance et autres, parce que maintenant, elle a des bilans. Elle est crédible. On peut prédire un peu ses revenus. Vous voyez, donc c'est une façon de l'inclure financièrement dans la société et puis de faire en sorte que, parce que c'est cette vendeuse de beignets qui envoie ses enfants à l'école à partir de la vente de ces beignets. Donc imaginez le potentiel que ça dégagerait si on arrive à optimiser cette activité. Nous savons très bien qu'en Afrique, particulièrement en Afrique de l'Ouest, il est très difficile aujourd'hui d'arriver à digitaliser nos administrations. Vous avez emboîté le pas. Aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes justement avec ce projet aussi assez important? Écoutez, je pense qu'on fait des progrès et puis probablement qu'au cours de l'année qui suit, on fera encore davantage de progrès. Pourquoi? À cause, par exemple, d'une chose qui est d'actualité, c'est l'ambition du Niger d'améliorer, de continuer d'améliorer, j'allais dire, son climat des affaires. On a pris un maximum de mesures, que ce soit au niveau des lois et autres, des textes,
pour faciliter ou bien améliorer le climat des affaires. Maintenant, pour passer à la phase concrète, il faut qu'on digitalise au maximum. Donc que les outils soient là. Comme c'est une volonté qui est très forte du gouvernement, du chef de l'État d'abord. D'ailleurs, ici, j'aperçois le président du dispositif. Je pense qu'il confirmerait cela. Ayant ça comme objectif et puis ayant vraiment des délais très courts, ça va accélérer la digitalisation donc, de l'administration. Ça va nous permettre très rapidement, au cours des prochains mois, d'avoir un certain nombre de solutions qui vont être mises en œuvre. Déjà, quand vous prenez le tribunal du commerce, il y a de belles avancées et il y a d'autres qui vont suivre très bientôt. Donc, je pense que très rapidement, on verra des avancées très significatives. D'accord. Alors, la jeunesse, bien sûr, tout autour de ça, occupe une place de choix dans votre programme. Qu'est-ce qui est fait concrètement aujourd'hui pour eux à travers votre département? Écoutez, en fait, ce n'est même pas une place de choix. La jeunesse est au centre de ce qu'on fait. Je vous invite à venir à l'ANSSI, même les dimanches. Vous allez voir que nos salles sont ouvertes. Les jeunes sont chez eux à l'ANSSI. Ils viennent sans rendez-vous. Ils ont les salles à leur disposition. On les encourage à venir. Et toutes nos activités, vraiment, sont autour d'elles. Que ce soit, j'ai parlé tantôt de la compétition Itakara qu'on organise. C'est pour la jeunesse. Et on est le seul pays sur le continent à le faire. Et ce n'est pas que des prix qu'on donne, c'est des accompagnements. C'est pendant au moins une année qu'on forme ces jeunes, qu'on les accompagne pour que les applications sur lesquelles ils travaillent deviennent concrètes et qu'on les aide aussi à créer leur entreprise. Donc ça, c'est, je pense, un engagement qui est très fort. Nous organisons l'autre chose aussi, on est le seul pays sur le continent à le faire. Le dernier samedi de tous les mois, et ça fait 26 mois qu'on le fait, on organise les journées portes ouvertes sur le numérique. Et là aussi, ce sont les jeunes, parce qu'au cours de ces journées portes ouvertes, on a des séances de formation. Et d'ailleurs, depuis le mois de février, une activité qui est réservée aux jeunes de 12 ans et moins, qu'on initie au codage. On est le seul pays à le faire. Donc tout ça, c'est autour de la jeunesse. Donc vous voyez, tout ce qu'on fait, je le répète, tout, c'est pour les jeunes, avec les jeunes qu'on le fait. Oui, autant d'initiatives à saluer quand même. Parlant de jeunes, nous allons à présent appeler notre start-up du mois. Il s'agit de M. Boulama Kandine, autodidacte. Il a commencé le codage par curiosité à l'âge de 15 ans. Aujourd'hui, il a 22 ans et il est futur ingénieur aérospatial. Nous allons accueillir notre start-up du mois. Sa start-up s'appelle Otimbi Labs. Bonsoir Boulama, bienvenue sur le plateau de Tapis Rouge. Alors, tout d'abord, vous êtes étudiant en aérospatial. Pourquoi vous avez fait ce choix? Alors pour moi, l'aérospatial, c'est un domaine qui me passionne. Tout ce qui va dans l'espace, tout ce qui touche aux technologies spatiales, c'est quelque chose que j'aimais depuis que je suis petit. Et bon, l'un des meilleurs moyens de pouvoir s'approprier ça, c'est vraiment d'aller plus en profondeur dans le domaine. Et du coup, au moment du bac, je me suis dit que bon, puisque j'aime ça, autant étudier ça à l'université. D'accord. Alors, nous avons eu également le temps de visiter aussi votre start-up, Otimbi Labs. Nous allons regarder ce que ça ressemble dans le reportage et juste après, on se retrouve pour en parler. À une époque, cette situation était presque inimaginable. Des jeunes Nigériens ayant fait leurs études à l'étranger revenir au pays et y installer leurs entreprises. Pourtant, depuis quelques années, à la faveur des facilitations mises en place par les autorités nigériennes, c'est la tendance. C'est aussi le challenge que s'est lancé le jeune Kandine Boulama, qui poursuit pourtant ses études d'ingénierie aérospatiale aux États-Unis en ouvrant les bureaux d'Otimbi Labs à Niamey. À tout juste 22 ans, Boulama Kandine dirige depuis maintenant 3 ans la start-up spécialisée dans le développement de logiciels, le webmastering, la gestion de sites internet et la communication digitale. Son produit phare, Ilimi, un logiciel de gestion d'école utilisé par des établissements en Inde et en cours d'installation dans des écoles nigériennes. Ne vous méprenez pas sur son jeune âge. Le geek né est déjà un chef d'entreprise aguerri.
Depuis son PC, il mène ses troupes, au moins 14 collaborateurs basés à tous les coins du globe, notamment en Asie, aux États-Unis et en Europe de l'Est. Au lieu de se limiter aux talents nigériens comme développeurs, on s'est dit que ce serait plus intéressant pour fournir des meilleures solutions à nos clients, d'aller un peu partout dans le monde chercher des talents. Et pour la plupart des collaborateurs avec lesquels nous travaillons sont basés dans d'autres pays. Otimbi Labs offre depuis plusieurs années des solutions à de nombreuses entreprises nigériennes et à l'étranger. Pour se lancer et se faire un nom, Boulama Kandine, qui n'avait que sa curiosité et son envie de se perfectionner pour toute référence, a commencé à offrir gratuitement ses services. Aujourd'hui, ce sont des clients satisfaits et conquis qui parlent d'Otimbi Labs. J'étais en train de chercher quelqu'un qui pouvait me concevoir un bon site. Et là, il m'a fait découvrir les services de Otimbi que j'ai beaucoup apprécié et beaucoup aimé. Ils m'ont conçu le site exactement comme je le voulais et comme je l'espérais. Ça nous permet de nous dire qu'il y a de l'espoir, que des choses qu'on pensait avant, forcément qu'il faut partir à l'extérieur pour qu'on puisse les avoir. En fait, pour moi, ça a été vraiment une assez bonne découverte. Le jeune homme a, comme il le dit, une vision claire de son entreprise et de son expansion, mais se garde d'en dire davantage. Ce dont il est certain, c'est que l'avenir et le développement de son pays, le Niger et de l'Afrique, passent par une société à 100% digitalisée et plus tournée vers le numérique, histoire d'être sûr qu'Otimbi Labs ne manquera jamais de clients. Voilà, retour sur ce plateau. Des applaudissements à notre jeune start-up du mois. Kandine avec nous. Alors, dites-nous, est-ce que vous pouvez déjà développer davantage votre start-up? Qu'est-ce que vous faites concrètement? Alors, comment ça fonctionne? Alors, avec Otimbi, à la différence de la plupart des entreprises de la place qui font du digital, nous, lorsqu'une entreprise nous approche pour digitaliser leur processus, on reste avec l'entreprise pendant un certain temps. On va rester une semaine avec eux, regarder comment ils travaillent. Et en ce moment-là, évaluer leurs besoins et leur offrir les solutions dont ils ont besoin. Et votre logiciel Ilimi est-il déjà opérationnel? Alors, pour le moment, au Niger, nous sommes en discussion avec certains établissements de la place pour pouvoir installer ça, vu que le logiciel, nous l'avons conçu initialement pour des établissements en Inde. Alors, pour la petite histoire, l'établissement qui nous a contactés, c'est un établissement privé. Et l'établissement en question a un internat. Et le problème, c'est que la plupart des parents qui envoient leurs enfants dans l'établissement ne peuvent pas venir tous les trimestres ou bien tous les semestres récupérer les bulletins. Donc, du coup, on a conçu une solution qui permet aux parents de recevoir les bulletins, soit un petit résumé par SMS ou juste un fichier PDF qu'ils peuvent se connecter pour regarder. Alors là, les réalités nigériennes sont différentes. Donc, du coup, on a adapté les solutions aux réalités nigériennes pour que les parents puissent recevoir les notes soit par semaine, ou par mois ou par trimestre, dépendant de ce qu'ils veulent. Et également permettre aux élèves de pouvoir se connecter à un espace membre pour eux aussi voir leurs notes et leur progression à l'école. D'accord. On l'a vu tout à l'heure dans le reportage, vous ne travaillez pas qu'ici, mais vous avez aussi beaucoup de partenaires à l'international. Quel type de collaboration vous tenez avec eux en Asie, en Europe? Alors, pour la plupart, ce sont des freelancers, mais il y a un certain nombre qui sont des employés à plein temps pour Otimbi Labs. Le truc, c'est que nous offrons des services à plein temps pour les entreprises. C'est-à-dire que si on vous conçoit un logiciel, vous avez besoin d'un suivi régulier de ces logiciels-là. Et donc, c'est pour ça que les équipes de Otimbi sont régulières sur l'observation et l'audit de ces logiciels-là pour pouvoir s'assurer d'un fonctionnement optimal de cela. Le Niger a du talent. Je vous demande de l'applaudir une fois de plus, s'il vous plaît. Monsieur le ministre, qu'est-ce que vous pensez justement de ce jeune avec sa start-up? Écoutez, je pense que ça confirme ce que je disais au début, n'est-ce pas, qu'on est potentiellement le pays le plus riche du monde. Mais c'est un des jeunes qui fait quelque part notre fierté et puis avec lequel on travaille depuis. Il est tout calme ici, peut-être même il peut sembler timide, mais je pense que devant une machine, dans son milieu, c'est un jeune qui s'exprime beaucoup. Moi, j'ai du plaisir en tout cas à le voir évoluer et puis à les accompagner, lui et les autres, parce que c'est eux les véritables ambassadeurs. Qu'on ait justement des jeunes
de son potentiel qui font du Niger un peu leur boussole. Et voilà, donc vous voyez, ils me rendent la tâche extrêmement facile, extrêmement facile, parce que c'est eux qui portent vraiment l'essentiel de ce qu'on essaie de faire. Ok. Alors, Boulama, au-delà des Ilimi, est-ce que vous avez d'autres projets en cours présentement? Oui, nous avons quelques projets en cours. Il y a un dont je peux ébaucher la portée tout de suite, qui est un projet qui est dans la FinTech, des technologies de finance. Nous voulons faire de l'inclusion financière des Nigériens notre priorité. Donc ça fait un certain moment que nous travaillons sur une solution pour ça, mais à ce stade-là, je pense que je ne peux pas en dire plus. Donc on se revoit dans quelques mois pour ça. D'accord, Inch'Allah. Inch'Allah, ok. À la création de votre société, vous avez eu aussi quelques difficultés. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous attendez, par exemple, des autorités pour faciliter l'entrepreneuriat des jeunes? Alors, j'ai commencé extrêmement jeune. Pas en tant qu'entrepreneur, mais peut-être en tant que freelancer sur Internet en offrant mes services en ligne. Mais vraiment en tant qu'entrepreneur en 2016. Donc, je n'avais pas 21 ans à l'époque, je pense que je dois avoir 19 ans. Et lors de l'enregistrement de l'entreprise, on me disait qu'il fallait avoir 21 ans pour créer l'entreprise. Bon, j'ai dû m'allier avec un adulte qui m'a assisté un peu dans les papiers. Mais je ne sais pas si aujourd'hui, quelqu'un... Les conditions ont évolué. Oui, bon, ça, je ne sais pas, mais je vois beaucoup de jeunes qui créent des entreprises aujourd'hui. Donc, je pense que ça a changé. L'une des choses qui devrait être faite pour permettre aux jeunes entrepreneurs de prospérer, c'est que je pense qu'au niveau de l'État, peut-être, et faire en sorte que les marchés publics soient peut-être accessibles, même peut-être pas exclusivement aux startups elles-mêmes, mais peut-être faire des collaborations entre les grosses entreprises et pour que les startups puissent en bénéficier, qui est assez important. Oui. Qu'est-ce que vous pensez de cela, Monsieur le ministre? Mais je pense que c'est absolument nécessaire. Ils ont du talent, mais le plus souvent, il est difficile pour beaucoup de pouvoir avoir accès à certains marchés parce qu'ils sont des startups. C'est une réalité. Mais on est absolument dans cette démarche. Je pense que vous l'avez constaté même ces derniers temps, nous sommes en train de pousser la réflexion pour voir comment est-ce qu'on pourrait rendre ça, j'allais dire, naturel et plus effectif. Avec la Chambre de commerce, il y a le Startup Act qui est en train d'être vu. Et donc, il y a beaucoup de discussions qui se passent dans ce sens. Alors, nous sommes à la fin de cette première partie d'émission. Est-ce que vous avez un dernier appel à lancer aux jeunes qui, aujourd'hui, ont envie d'entreprendre? Mon appel serait de ne pas laisser passer le train. On est jeunes qu'une fois, donc saisissons la chance qui est à notre portée, transformons ce pays ensemble, engageons-nous, et les portes de l'ANSSI, ça va être mon dernier mot, sont largement ouvertes. L'ANSSI, c'est la maison de tous, et surtout, c'est la maison des jeunes. Merci beaucoup, Monsieur Ibrahima Gimba Saïdou. Merci à vous également, Boulama. Nous sommes à la fin de cette première partie d'émission. Nous allons tout de suite parler culture, mais juste avant, c'est la pub. Nous sommes une agence créative. Nous avons une équipe jeune. Nous sommes plusieurs collaborateurs. Nous venons de divers horizons, chacun avec un talent. Nous intervenons dans 7 domaines clés. Depuis 8 ans, nous avons créé des concepts. Avec de nombreux partenaires. Nous sommes Prestacom Afrique et nous avons lancé Prestacom Niger. Avec plus de défis, de nouveaux concepts à la clé. Plus de moyens déployés. Une équipe renforcée. Prestacom débarque au Niger avec plus de précision.
Communiquez autrement. Appelez-nous. Celui que je m'en vais appeler tout de suite est un homme qui n'est plus à présenter. Il est l'un des créateurs africains les plus renommés au monde. Artiste pour la paix de l'UNESCO, il a travaillé avec les plus grandes marques, Yves Saint Laurent, Christian Lacroix et j'en passe. Sa particularité s'y trouve dans le brassage culturel entre le savoir-faire africain et la modernité occidentale. Nommé président de la Fédération africaine des créateurs en 1994, 4 ans après, il lancera le FIMA, le Festival international de mode en Afrique, qui aujourd'hui est la deuxième marque de mode en Afrique. Accueillons le magicien du désert, mesdames et messieurs, sous vos ovations, Monsieur Alfadi. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes là ce soir pour qu'on parle des 20 ans du FIMA. Tout d'abord, pour commencer, 20 ans du FIMA qui a sa 12e édition cette année. Quel bilan faites-vous? Un bilan très positif et merci d'abord de m'avoir invité, comme je disais tout à l'heure. Merci à vous, c'est un honneur. Merci pour votre surtout venu au Niger aussi, parce que vous êtes quand même une grosse agence de communication qui vient du Mali. Oui. Le Mali et le Niger, je crois que c'est le même pays. C'est la même chose. Une image positive du continent africain aujourd'hui. On vient de finir une grande réunion de l'Union africaine. Oui. Quand on dit l'Union africaine, dit le Niger-Mali, la même chose. Oui, pareil. Exactement. Très content. Donc un bilan positif, un bilan extraordinaire de 20 ans. On vient de sortir d'ailleurs le livre des 20 ans du festival. Oui. 20 ans, ça se fête. Oui. 20 ans, c'est une Afrique qui gagne. 20 ans, c'est une Afrique qui bouge. 20 ans, c'est donner à l'Afrique ce qu'il mérite, sa créativité, son art. Et l'art aujourd'hui et la créativité permet quand même de créer de l'emploi, de lutter contre la pauvreté et de donner aussi une dignité à nos jeunes qui traversent les frontières et vont mourir à mer. Donc 20 ans, pour moi, c'est beaucoup. 20 ans de FIMA, on parlait, mais la marque Alfadi, ça fait 38 ans. Au bout de ces 20 ans, quelles réalisations est-ce qu'on peut toucher du doigt aujourd'hui qui ont été faites par le FIMA? Et le FIMA a donné une dimension à plus de 300 à 400 créateurs à travers le continent africain. Le FIMA a fait connaître 200 à 400 top modèles à travers l'Afrique. Le FIMA est en train de créer la première université de la mode et des arts au Niger, qui va quand même avoir à peu près peut-être 150 étudiants chaque année. Le Niger a été un pays reconnu et connu par la création et par l'art. Aujourd'hui, le FIMA s'est fait dans le désert, parce qu'en fin de compte, la première édition a été créée dans le désert du Niger, a arrêté la rébellion, a arrêté des guerres, a permis... Ça s'applaudit, hein? Oui, ça s'applaudit. A permis, merci, a permis quand même de montrer quand même, nous sommes un pays à l'écart peut-être enclavé, mais quand même on a pu faire venir les grands couturiers du monde entier au Niger, on a pu venir toutes les grandes stars au niveau du top modèle, au niveau mondial. On a pu faire parler d'un autre pays, le Niger, à travers le monde pour montrer que la créativité aussi fait partie de ce que nous faisons. On fait de la politique, d'accord, mais on a montré que la culture aussi peut aider au développement. Donc 20 ans, c'est beaucoup de choses qui se sont passées et nous continuons quand même à vouloir faire connaître cette créativité, cet art qui permettra quand même de montrer que l'Afrique aussi est capable et le Niger aussi. Et 20 ans, c'est aussi beaucoup de nouveautés, justement, parce que lors de cette 12e édition, nous avons vu beaucoup de choses qu'on n'avait pas forcément l'habitude de voir auparavant, notamment justement le concept Haské qu'on a démarré certainement cette année. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Absolument. D'abord, le 20 ans, c'est aussi le concours de jeunes stylistes, parce que nous avons quand même 350 jeunes stylistes à travers le continent africain qui envoient leur dossier pour qu'on puisse choisir les 10 meilleurs du continent africain, pour en choisir 3 après, avec des prix de l'innovation, des prix de la création. Il y a aussi le concours de top modèles qui permettra de choisir quand même les meilleurs top modèles africains noirs pour montrer que l'Afrique aussi a des talents. Parce que vous savez, dans les grands défilés du mode, sur 50 blanches, il n'y a qu'une ou deux noires à travers le monde. Mais aujourd'hui, à cause du FIMA, à cause des concours top modèles aussi, le top modèle africain commence à être aimé. À part Katusha ou Naomi Campbell, on ne connaît pas les belles filles et les beaux garçons africains. C'est une manière aussi d'aider. On a créé dans ces 20 ans aussi ce qu'on appelle le meilleur
bijoutier, le meilleur créateur bijoutier du Niger ou du continent africain et le meilleur artisan maroquinier aussi du Niger. Aské est un salon qui a été créé dans le cadre du FIMA depuis l'année passée par M. Moulaye Seydnali, qui a fait un travail exceptionnel, qui a voulu démontrer cette jeunesse créative, cette jeunesse qui permet quand même de pouvoir absolument donner une dimension à l'innovation et la créativité, parce que même lui, il a fait un MBA dans le domaine de la création d'entreprise et aussi dans la communication. Il a voulu démontrer quand même que l'Afrique a des artistes, l'Afrique a des créateurs, l'Afrique a une image qui n'est pas uniquement une image de guerre ou une image de rébellion. Donc amener quand même 25, 30, 40, 50 jeunes talents à exposer leur savoir-faire au niveau de la bijouterie, au niveau de la maroquinerie, au niveau de la créativité, ça c'est très important. Il a créé aussi un hackathon qui permet quand même de pouvoir donner des prix à des jeunes talents. Cette année, il a réuni, je crois, au moins 45 à 50 étudiants des différentes universités de la place pour leur donner des prix dans de l'innovation, de la créativité. Ce qui veut dire que les jeunes aujourd'hui sont capables de trouver des solutions à ce niveau-là. Je suis fier et heureux de voir que ce travail de la jeunesse est complètement collé au FIMA, montrer cette dimension que les startups essayent de montrer qu'eux aussi, ils ne sont pas là que pour l'architecture ou pour dans d'autres domaines, mais dans la créativité, dans la beauté et dans le textile, la bijouterie. Très important pour moi. Et le FIMA, aujourd'hui, on ne peut plus dire que c'est seulement le Niger. Le FIMA part beaucoup plus au-delà parce que vous avez fait une édition au Maroc. Alors aujourd'hui, beaucoup de pays sont demandeurs pour accueillir le FIMA. Est-ce que justement, vous donnez aujourd'hui la possibilité à ce qu'on puisse réaliser le FIMA à Bamako, à Ouaga, à Abidjan ou je sais pas, Johannesburg? On a eu une chance d'avoir un pays extraordinaire comme le Niger. On a eu des présidents qui sont passés dans ce festival, le président Barré qui a commencé ce festival, qui a donné cette vision de pouvoir accepter l'art et la créativité. Et après, Tanja est arrivé, après le président Mamadou Issoufou qui est là, qui est un leader, qui a compris la jeunesse, qui a compris l'art, qui a donné une dimension réellement de dire que le FIMA fête ses 20 ans, mais accepter que le FIMA part au Maroc pour essayer de fêter les 20 ans au Maroc, parce que le Maroc a été quand même un pays phare pour nous, qui a accompagné ce festival depuis ses premières créations. Donc aujourd'hui, on est parti fêter les 20 ans au Maroc, on a donné une dimension de montrer que cette coopération sud-sud est une image que le continent africain doit accepter et que le Niger aussi a accepté. Et cette année, aujourd'hui, le FIMA est revenu au Niger pour démontrer cet amour. Après le Maroc, on est venu au Niger chez nous pour montrer cette dimension que le FIMA n'est pas parti, mais il est revenu. Il est partant, il doit voyager, il doit montrer au reste du monde que ce festival est un festival qui a été créé pour le continent africain. C'est pour ça qu'on a appelé FIMA, Festival international de la mode en Afrique. Avant, c'était africaine. Je suis président de la Fédération des créateurs africains depuis bientôt, depuis 1994. Donc, mon travail permet quand même d'amener l'Afrique ensemble et de donner une dimension aux Africains, de porter africains, d'aimer africains et de s'aimer entre nous tout simplement, par la créativité et la mode. Et je crois que le FIMA, c'est ce produit-là. D'accord. Et justement, de façon générale, l'industrie de la mode aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle représente en Afrique? Est-ce qu'elle rapporte? L'industrie de la mode, c'est 50 milliards de dollars. Quand on parle de 50 milliards de dollars, c'est beaucoup d'argent, éparpillé peut-être. Quand on parle de la mode, on parle de l'Afrique du Sud, on parle de l'Angola, on parle du Nigeria, on parle du Niger peut-être, on parle aussi du Sénégal, la Côte d'Ivoire. C'est beaucoup d'argent. Il y a des pays qui sont développés et qui ont compris l'intérêt. Et il y a des pays qui sont encore sous cette dimension de dire que peut-être c'est haram de montrer de jolies filles avec des belles tenues. Ça, c'est les filles qui défilent, c'est quand même montrer la dimension de pouvoir dire comment on porte, comment on vend. Il y a des pays qui ont compris cette industrie-là. On a été les précurseurs. Après Chris Seydou, c'est Alfadi. Donc l'image qu'Alfadi a aujourd'hui, pratiquement 40 ans de création, on doit aimer, on doit comprendre, on doit donner une dimension à dire que je suis fier de porter du Alfadi ou porter d'un créateur africain. Ça, c'était un combat que nous devons mener, c'est vrai. Mais aujourd'hui, il y a des combats qui ne sont pas encore acceptés parce qu'uniquement incompris par les gouvernants, peut-être eux-mêmes, qui n'ont pas compris cette industrie-là, cette créativité-là. La mode n'est pas uniquement s'exhiber ou montrer des belles cuisses des femmes. La mode, c'est la bijouterie. C'est une industrie. La mode, c'est la maroquinerie. C'est une industrie. La mode, c'est le textile. C'est une industrie. La mode, c'est les millions d'emplois qu'on peut créer pour lutter contre la pauvreté et amener l'Afrique très loin. La mode, c'est aussi une image forte pour le continent africain, mais une image forte
pour nous-mêmes, parce que montrer cette dimension de beauté, de création, on doit être fier d'avoir des belles filles, des beaux garçons qui portent nos vêtements. La mode, c'est aussi habiller nos ministres, habiller nos présidents, habiller le commandant mortel, habiller que les créateurs rentrent dans la rue. Ça, c'est très important aujourd'hui. Pourquoi aller payer un produit chinois alors qu'on peut le faire chez nous? Pourquoi aller payer un produit européen alors que nous aussi, on a une marque? Pourquoi dire je porte des Yves Saint Laurent, du Christian Lacroix, alors qu'on peut porter du Patéo, du Colesso Ardo, du Alfadi? L'Afrique doit être fière de sa création, de ses noms, de ses marques. Ça, c'est très important que nos politiques doivent comprendre ça, et nos financiers. Parce que nos financiers, des fois, quand on va les voir, ils ne comprennent même pas ce qu'on fait. Parce que voilà, ils nous prennent pour des gens, des jojo qui portent des boucles d'oreilles et qui dansent avec nos dreadlocks. Ça suffit comme ça. Voilà, il est grand temps que ces grands financiers commencent à comprendre que la mode est une industrie qui se bat contre la pauvreté, qui donne une bonne image pour le continent africain, qui amène l'Afrique très loin. On est un continent, le Niger, vous avez vu, c'est que le président a fait, le 33e sommet de l'Union africaine, le Niger a changé en 2 ans. Donc il n'y a pas de raison que la mode africaine aussi ne soit pas installée ici et que nous n'habillions pas. Vous portez du terra-terra. Je suis fier de voir ce que tu portes. Je l'ai utilisé il y a 20 ans dans mes collections. Aujourd'hui, c'est un produit phare du Niger, c'est une image du Niger, et il n'y a pas de raison que vous ne le portez pas pour aller à Paris ou à New York. Donc, et c'est fait par un talent nigérien aussi. Mais voilà, un talent nigérien que j'admire, et voilà, c'est important. Un talent nigérien, et c'est une image nigérienne et qui doit être respectée. Aujourd'hui, il y a tellement de créateurs africains qui ne demandent rien qu'à être aimés et respectés. Les parents, des fois, ne comprennent même pas ce qu'on fait. Quand un enfant dit à son père, je vais faire de la mode, oh, tu veux être voyou, ou tu veux faire de la création, ah, c'est un travail de ceci, de cela. Le travail de la création est un travail comme tout travail au monde. Aujourd'hui, il faut le bac plus 4 ou 5 avant d'être un bon styliste. Si on n'a pas ces grands diplômes-là, on ne peut pas faire la mode. La mode est une calcul comme quand on veut faire l'architecture. Comme quand on veut faire un travail de grand comptable, expert comptable, c'est la même chose. Il y a aussi Master 2, Master 3, Master 4, un doctorat de la mode. Et c'est ce qui se fait aujourd'hui à l'IFM de Paris, l'Institut français de la mode. Il n'y a pas de raison que nous nous battons pour ça. Le Niger, aujourd'hui, je me bats depuis 7 ans maintenant, pour que l'Université de la mode du Niger voit le jour. Justement, cette université, qu'est-ce qui bloque? Je ne sais pas ce qui bloque. Voilà. C'est un problème de demande aux autorités ce qui bloque. Demande aux autorités ce qui bloque. Alfadi est là, Alfadi se bat tous les jours, matin, midi et soir, pour dire nous voulons faire cette école. Depuis le président Tanja jusqu'au président Mamadou Issoufou, on m'a donné le terrain. J'ai tout donné, mais à chaque fois, les ministres me disent demain, après-demain. Il n'y a rien qui va le jour. Le terrain, tout est là. Mais l'intérêt est que l'école doit avoir le jour. Le Sénégal le veut, la Côte d'Ivoire le veut, le Ghana le veut. Ils m'ont appelé même avant-hier. Quand on a fini le sommet, on m'a amené au Sénégal pour faire une école là-bas. Donc moi, j'ai envie de le faire chez moi, parce que moi, j'ai bientôt 60 ans. J'ai envie de donner mon image, mon expertise à mon pays. Et le pays en a besoin, et les jeunes ont besoin de rester chez eux, travailler, être formés, être éduqués. L'éducation fait partie de ma vie aujourd'hui. Je suis quand même ambassadeur pour la paix de l'UNESCO, et le combat que je mène, c'est amener l'Afrique à sa dimension réelle. Il n'y a pas de raison que les jeunes Africains ne viennent pas se former au Niger. Voilà. Il y a l'aviation qui se fait à Niamey depuis 30 ans. Il n'y a pas de raison qu'on n'a pas l'école de référence de la créativité et de la mode au Niger. On a les meilleurs bijoutiers au Niger. L'artisanat nigérien n'a pas pareil. On a les meilleurs marguiniers au Niger. Voilà, le textile, on peut le faire ailleurs, mais il est grand temps aujourd'hui que nos partenaires, nos politiciens comprennent que la mode est un outil de développement conséquent qui peut créer de l'emploi au Niger, qui peut donner un visage humain au Niger, qui peut amener le Niger très loin. Mais cette timidité-là, il faut qu'on dépasse ça. Parce que moi, j'ai tout abandonné pour ma vie de la création, j'ai tout abandonné pour donner une dimension à ce que vous portez aujourd'hui, pour amener la jeunesse. C'est une fierté. Voilà, merci beaucoup. Vous êtes une fierté, vous avez aujourd'hui presque 60 ans, vous venez de le souligner, vous avez réalisé autant de choses, vous êtes reconnu un peu partout. Je vous raconte quelque chose, quand mon équipe m'a dit que c'est Alfadi qui allait être élu, je dis Alfadi? Mais c'est pas Alfadi? Donc vous êtes une référence aujourd'hui. Est-ce que vous êtes arrivé au summum de votre art? Mais mon summum, c'est l'école d'abord. Mon summum, c'est de montrer cette dimension de la création. Il faut qu'on réalise l'école là. L'école là, il faut le réaliser. Ça bloque tout. L'école, il n'y a pas de dire d'à peu près. Toutes les plus grandes écoles au monde
les plus grandes écoles au monde, je vous dis, Paris, New York, Abidjan, Sénégal, comment on appelle ça, Sud-Afrique, sont prêts à venir envoyer leurs enfants chez nous se former. Donc, le summum de mon art, c'est d'éduquer les enfants et de savoir transmettre ce qu'on a appris et ce que j'ai envie de donner à mon pays. Mon pays est un très beau pays. Mon pays est un pays magique et magnifique. Mon pays a besoin de ça. Ouais. Voilà. Mais on ne peut pas dire on fait, on ne fait pas. On fait, on ne fait pas. On avance, on n'avance pas. Alors que même on avance, on n'avance pas. Même la Banque mondiale avec moi. Donc il faut se dire une chose, il faut qu'on fasse. Le summum de mon art est qu'aujourd'hui, j'ai envie de démontrer que cette jeunesse-là a besoin d'être comme moi, a besoin d'être comme Chris Sédou, a besoin d'être comme Yves Saint-Laurent, et on a le talent pour ça, et qu'on doit s'habiller africain, que cette industrie doit créer des millions de dollars chez nous aussi. Et l'argent doit rester chez nous. C'est très important. Merci beaucoup. Voilà. Vibrant message, bien compris. Vous restez avec nous pour accueillir notre révélation du mois. Notre révélation du mois s'appelle Fatouma Akine, artiste plasticienne nigérienne de 24 ans, diplômée en sculpture. Elle est également étudiante en journalisme, artiste très talentueuse. Ses œuvres ont déjà été exposées dans de nombreux pays, Mali, Burkina, Bénin, France, Italie, Belgique, Cuba et j'en passe. Sa dernière exposition individuelle ici à Niamey date de janvier 2019 au CCFN. Cette jeune dame qui ne donne aucune limite en termes de création, fait de la peinture, sculpture, design, décoration d'intérieur, performance. Bref, découvrons Fatouma Akine. Bienvenue sur le plateau de Tapis Rouge pour cette dernière partie. Vous êtes une plasticienne très connue à mon égard parce qu'on vous suit quand même depuis très longtemps, depuis plusieurs mois. Justement, cette émission est faite pour que vous puissiez aussi être connu à d'autres échelles. Alors, vous êtes plasticienne, je le disais tantôt, vous avez choisi d'évoluer dans l'art. Pourquoi exactement? Je dirais qu'en fait, chaque individu est le fruit de plusieurs générations passées. Et moi, je ne dirais pas que je suis tombée par hasard dans l'art, parce que j'ai grandi avec cet amour de tout ce qui est art, que ce soit la danse, la musique, la mode, le dessin. Moi, j'ai ma maman qui était ex-membre du groupe Tatit. Je ne sais pas si vous connaissez les femmes Touareg. Oui. Et aussi à mon papa, quand il était très jeune, il était vraiment excellent au dessin. Donc je ne dirais pas que c'est... Vous avez été bercé dans... Voilà. Je ne dirais pas que c'est un hasard. J'ai hérité cela. Et l'héritage marque l'individu. Et l'art représente quoi pour vous exactement? Tout. Mais d'abord, l'art est surtout un moyen de transmission. Et je pense que c'est ça même le but ultime de chaque être humain. C'est de transmettre quelque chose. C'est de partager. Et c'est ça l'art en fait. Et l'art aussi incite à rêver. Et le rêve crée des solutions dans toute chose. D'accord. Alors, vous touchez un peu à tout. Parce que je le disais tantôt, on aura l'occasion de le découvrir tout à l'heure en images. Quel est votre style de façon spécifique? Est-ce que vous avez un style? C'est un peu difficile en termes de création. Pour moi, parce que moi, mon travail se fait selon l'inspiration. Et tous les styles que je pratique, c'est en fonction de ce que j'ai envie de dire. Souvent, il y a des messages que j'ai envie de dire que je n'arrive pas à mettre dans la peinture. Donc, du coup, je pars plutôt en performance ou en installation. Mais je suis plutôt préférence, vous savez, installation et performance. Ce sont mes médiums. D'accord. L'installation et la performance. Ok. Alors, en parlant de performance, je le disais à l'introduction, en janvier dernier, on a participé à l'une de vos expositions, votre dernière exposition individuelle qui parlait de performance. On a couvert et nous allons suivre ce reportage et juste après, nous allons se retrouver pour en parler. Il fallait avoir le cœur bien accroché pour suivre la jeune artiste dans son univers. Fatouma Akine, dans un rôle d'exposition du Centre culturel français du Niger, sombre, uniquement éclairé par des bougies. Le public qui, pour cette première grande exposition de l'année, a fait nombreux le déplacement, a suivi sa performance dans un silence sépulcral, était par occasion parcouru de frissons. Pour l'artiste, ce mélange de crainte et de répulsion face à l'animisme n'a vraiment pas lieu d'être. J'ai remarqué que malgré que les gens se cachent derrière des apparences,
En fait, ils disent qu'ils n'utilisent pas certaines choses, mais en réalité, ils les utilisent. Et à fort, comment on appelle, à fort ampleur, en fait. Ils utilisent vraiment cela. Et je dis, pourquoi le cacher, en fait? Si vous savez que vous les utilisez, assumez vos actes. Et je dis donc, je vais aborder ce thème, et qui est un tabou, mais je vais briser cette règle, en fait. Fatouma Akine casse donc les codes et plonge son public en plein dans les temps immémoriaux où les rites et croyances africaines retrouvent toute leur essence. Même son de cloche chez le premier responsable du CCFN, Olivier Lange, qui ne trouve aucune contradiction à faire un lien entre l'art traditionnel africain et celui contemporain. CCFN, on essaie d'accompagner la créativité féminine. Il n'y a pas de tabou dans la mesure où les traditions animistes ressortent plutôt de la philosophie, en tout cas c'est notre approche, et toutes les philosophies peuvent être entendues dans la mesure où elles ont une vision du monde qui ne rentre pas en concurrence avec d'autres formes d'expression plus établies comme celle de la religion. Fatouma Akine, pour réaliser ses œuvres, est allée à la source, auprès de sages en pays malien notamment. Un retour aux sources qu'elle juge indispensable, tout comme le mixage de différents courants artistiques. J'aime bien voir tous les arts mélangés. Je pense que quand les artistes sont unis, ça ne peut donner que du beau. Donc c'est pour ça que j'aime toucher à tous les domaines de l'art, réunir les artistes sur un thème en général et qu'on travaille ensemble. La jeune artiste de 23 ans, qui n'est pas à sa première exposition, prévoit d'autres performances courant 2019. Voilà, retour sur ce plateau, une jeune artiste très talentueuse. Une question assez particulière, vous aimez en général choquer dans vos créations. Pourquoi cela? Parce qu'il y a des images qu'on pourra même visionner tout à l'heure en photo. Pratiquement toutes vos créations sont assez bizarres. Je ne dirais pas trop souvent choquée, mais c'est vrai que la plupart de mes œuvres choquent parce que je pense que l'art, ce n'est pas uniquement que pour faire plaisir. Comme j'ai dit, on passe un message. Et le message, ça peut plaire, ça peut ne pas aussi plaire. Moi, je pense que ce qui bloque au Niger ici, c'est parce qu'en général, on aime faire beaucoup ce qui plaît aux gens. On veut être tellement, je ne sais pas, commercial, nos œuvres soient commerciales. On veut vendre vite, donc on est obligé un peu de faire ce que les gens aiment. Mais je pense que l'importance pour l'artiste, c'est surtout de partager son opinion de l'univers. Si ça fait mal, ben, dommage. Le choc aussi change la mentalité. Le choc aussi peut changer les sociétés. Et c'est le but de l'artiste. Et je pense que c'est peut-être mon médium préféré. Alors, quand ça choque, est-ce que ça rapporte? Ça rapporte beaucoup. Ça rapporte? Oui. Qui sont vos clients en général? Ceux qui sont choqués ou ceux qui trouvent beau? Bon, les deux à la fois, les deux. Mais je ne dirais pas que mes clients se trouvent beaucoup au Niger. C'est beaucoup plutôt les expatriés ou les gens qui vivent ailleurs qui achètent. Parce que souvent, il y a des gens, c'est plutôt le message qui compte pour eux. Le beau, on voit tout le temps du beau. On voit partout du beau, on n'a pas besoin de créer. L'ultime créateur a déjà fait quelque chose de beau. Donc, je pense que les gens ont envie de voir ce qu'ils n'ont pas l'habitude de voir. Les gens ont envie aussi de voir la différence. C'est cette différence qui marque les gens. Ouais. D'accord. Alors, au-delà de tout ce que vous faites, vous êtes aussi maquilleuse d'effets spéciaux. C'est un peu spécial. On peut peut-être voir ça sur les images. Vos victimes ont déjà été utilisées dans des films. Et comment est-ce que vous arrivez à faire cela? Parce que souvent, quand on voit ces images, on a vraiment l'impression que c'est des personnes accidentées réellement, oui. Mais ce n'est pas le cas. Vous savez, comme vous avez peut-être remarqué dans mes styles, j'aime beaucoup les personnages difformes, les personnages qui sont mi-humains, mi-animal, mi-ange. Parce que j'aime trop regarder les films d'horreur depuis toute petite. Et vous savez, vous avez la curiosité de magouiller quelque chose. Peut-être qu'il y a beaucoup de gens aussi qui aiment les films d'horreur comme moi. Et c'est comme ça que j'ai eu à faire... ma première fois, c'était le film Concession plutôt de Ousmane Samasekou. Oui, et aussi, j'ai fait quelques publicités plutôt, par exemple pour Sonidep, le vol de carburant. Ouais. Ça a l'air réel. Les gens, tout le temps, ils ont peur, ils se disent que mais t'as fait un accident? Je dis non, c'est pas un accident, je vous en prie. C'est juste du chocolat, voilà, c'est du chocolat, de la tomate, de la peinture, du charbon. Tout ce que je trouve, je ne cherche pas trop de trucs, je fais avec. D'accord. Et aujourd'hui, vous avez combien d'œuvres réalisées sur le marché ou si on doit réduire, combien d'œuvres exposées présentement? Oh là là, ça c'est beaucoup par contre. Il y en a beaucoup? Beaucoup.
je ne peux pas donner un nombre exact. Franchement, je produis beaucoup parce que j'ai été encadrée par Abdoulaye Konaté. Vous savez, il mise beaucoup sur la quantité également, au-delà de la qualité. Du coup, tout le temps, tu es là, tu peins seulement, tu peins, finalement, tu manges, tu bois que peinture. Et c'est vrai que pas tous qui ont été exposés, mais j'ai produit beaucoup et à peu près quelques-uns seulement qui ont été exposés. Voilà, Michel Fadi, le Niger a du talent. Absolument. Que pensez-vous de cette jeune dame? Elle me parle d'Abdoulaye Konaté, qui est un ami personnel à moi, qui dirigeait une des plus grandes écoles d'art au niveau du Mali. Un grand monsieur qui est aujourd'hui à la retraite, qui aujourd'hui touche beaucoup d'argent par ses royalties, parce qu'il fait un travail de qualité. Je vous souhaite de tout mon cœur que vous soyez comme l'Abdoulaye Konaté du Niger. Je crois que le combat de dire que l'art est au-dessus de tout. L'art est une image dans laquelle intarissable, qu'on ne peut pas toucher. Aimer ou pas aimer, c'est que choquer quand on fait des corsets en argent massif, on fait sortir le ventre, que quand on fait ça au Niger, on veut dire « Ah, ils sont contre toi, ils vont te tuer, on te met en prison » ou on te met, l'islam n'aime pas ça. Quand on choque, c'est comme ça que l'art devient quand même quelque chose d'extraordinaire. Bravo pour votre travail et continuez, j'ai vu vos peintures, c'est sublime. C'est un travail de qualité qui rappelle le Bogolan, qui rappelle les couleurs de la terre, de chez nous. Bravo. Merci. Je suis très content et très fier de savoir que vous êtes là. On vient de créer une galerie d'art chez Al Fadi pour rendre à l'art contemporain ce qu'il mérite au niveau du Niger. Il n'y a pas que le Sénégal ou la Côte d'Ivoire ou l'Afrique du Sud. Au Niger, il y a de la mode, d'accord, mais il y a l'art contemporain aussi, la visiter, revisiter et recorriger et qu'on puisse vendre nos tableaux aussi chez nous. En tout cas, la porte est ouverte pour toi. On t'attend de consacrer un mois de notre galerie pour vous, Merci pour vous faire beaucoup. découvrir et amener tout ce beau monde à venir voir vos tableaux et vos œuvres. Absolument. D'accord. Alors, on arrive presque à la fin de cette émission. Est-ce que vous avez un dernier appel adressé aux jeunes créateurs, particulièrement? Pour dire tout simplement qu'on a un travail extraordinaire, que notre avenir aujourd'hui pour le continent africain, c'est la jeunesse. La jeunesse a des démarches incroyables. La jeunesse a une image. La jeunesse aujourd'hui doit comprendre que l'art, que la créativité doit amener ces jeunes-là, ces jeunes talents très loin. Ils doivent consacrer et respecter leur art et le faire avec beaucoup de précision, d'où l'intérêt d'avoir des grandes écoles, d'où l'intérêt d'éduquer, que la jeunesse doit un petit peu être encouragée pour rester chez eux, pour ne pas aller mourir à mer, pour rester chez nous, pour ne pas aller même à côté. S'ils peuvent rester et qu'on consomme vos produits, c'est une chance que l'Afrique a, que le Niger aussi aura. Exportez vos produits avec dignité, avec votre visa, sans aller mourir à mer. En tout cas, je suis fier de vous. Bravo. Un dernier appel à ceux qui doivent accompagner justement votre art. C'est d'abord d'acheter, de ne pas dire fais-moi gratuitement, parce que c'est ça qui est... Tu sais, j'ai envie de faire un cadeau, donc fais-moi quelque chose gratuitement, toi aussi s'il te plaît. Entre nous, il n'y a pas ça. Si on doit faire gratuitement pour tout le monde, ça ne va pas rentrer. Ouais. Et il n'y aura pas de peinture, il n'y aura pas de pinceau, et donc il n'y aura pas de toile en fait. D'accord. Voilà, c'est sur ces mots que prend fin cette émission de ce soir. Merci à vous qui l'avez suivi. Merci également à vous, chers charmants publics, qui êtes restés très longtemps. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro. Merci à tous les partenaires qui nous accompagnent pour la réalisation de cette émission. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro, mais d'ici là, portez-vous très bien.